Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. Les travaux de la commission Laurent ont mis en lumière l'importance de revoir l'offre de services en réadaptation pour mieux répondre aux besoins des jeunes qui y sont hébergés. Des jeunes qui ont vécu des traumatismes parfois très tôt dans leur vie et présentent en l'occurrence souvent des troubles du comportement, santé mentale ou d'attachement. Un vaste chantier de révision de cette offre de services a d'ailleurs été mis sur pied depuis. Ces travaux en cours pourraient changer bien des choses dans la vie des jeunes placés. Il en est question dans l'épisode Incursion dans le monde de la réadaptation de ce balado. Ce deuxième épisode de la série La réadaptation vers un changement de paradigme aborde la question des risques avec lesquels les intervenants, les gestionnaires et les jeunes doivent composer en centre de réadaptation. Il explique brièvement comment ces situations sont vécues au quotidien et quelles interventions privilégier pour bien protéger sans nuire aux jeunes en crise ou à leur père. Sophie Tremblay-Hébert, Élise Labadie, Frédéric Lefrançois, bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter? Bonjour. En fait, moi, je suis chercheuse d'établissement à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté à Montréal. Je suis également professeure associée à l'École de travail social de l'Université de Montréal et membre de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Bonjour, moi c'est Élise Labadie, je suis chef de service pour les unités Archipel et Odyssée au Centre de réadaptation L'Escale à la direction de la protection de la jeunesse au CIUS, la capitale nationale. Bonjour, je m'appelle Frédéric Lefrançois, je suis éducatrice à l'Escale, à l'unité Odyssée, centre de réadaptation pour les jeunes filles. Je travaille dans l'unité avec les jeunes en transition à la vie adulte de 16 et 17 ans au CIUS de la capitale nationale. Pour commencer, dites-moi, quels sont les principaux risques que vous rencontrez en centre de réadaptation? Pour ma part, les principaux risques, là, ce sont en premier là, les comportements dommageables qui sont liés aux enjeux de santé mentale, c'est-à-dire là, entre autres l'automutilation, tout ce qui touche aux tentatives de suicide. On a également la violence, qu'elle soit psychologique, verbale ou physique, et on a le passage à la vie adulte en lui-même en fonction de la vulnérabilité générale de nos adolescents et nouvellement de l'itinérance qu'on voit apparaître. Dans les principaux risques rencontrés, on retrouve aussi la consommation de nos jeunes, que ce soit la consommation d'alcool, de cannabis ou encore de drogue dure. Il faut qu'on apprenne à les accompagner là, dans leur consommation à l'extérieur de l'unité pendant les sorties, mais aussi quand ils reviennent au centre en état de consommation. On parle avec ça de toutes les nouvelles méthodes de consommation, là, comme les vapoteuses de cannabis qui sont sur le marché présentement, auxquelles on a beaucoup à faire dans nos unités. Les comportements sexuels font partie des choses avec lesquelles on doit travailler au quotidien. Nos jeunes peuvent se montrer très vulnérables, que ce soit par l'exploitation sexuelle ou encore par l'utilisation qu'ils vont faire des réseaux sociaux. Donc, une partie de notre travail, c'est de les accompagner dans ce qu'elles vivent et faire de l'éducation à ce niveau-là. Quand on regarde la littérature récente, ça démontre que les jeunes placés ont plus de problèmes de comportement, ont plus de symptômes dépressifs, de comportements suicidaires. On a parlé de la consommation, psychopathologie, retard de développement aussi. Donc, en gros, ils ont beaucoup de vulnérabilité. Puis à ça s'ajoute la fugue, on l'a mentionné un petit peu. On estime qu'environ le quart des jeunes placés vont fuguer des centres de réadaptation. Puis il y a même un 12% qui vont faire plus de 10 fugues. Dans les épisodes de fugue des centres, ça peut vraiment être accompagné de prises de risques importants qui vont placer les jeunes en situation de survie. On peut penser notamment à la surconsommation, aux agressions, mais également aux situations d'exploitation sexuelle. Puis donc, en situation d'extrême vulnérabilité, les jeunes peuvent être poussés à à se mettre dans des situations qui peuvent engendrer des nouveaux traumatismes. Cependant, il y a une autre catégorie de risques qu'on pourrait être tenté d'oublier puisqu'elle se situe de l'autre côté du continuum. C'est que les jeunes placés en centre de réadaptation sont aussi à risque d'être exclus de la société ou d'être désocialisés. L'institution, en offrant tous les services que les jeunes ont besoin, peut aussi, puis de façon collatérale, isoler les jeunes du fonctionnement normal, puis donc de certains apprentissages à la vie autonome. Mes travaux démontrent notamment que les jeunes placés sont en quelque sorte dépossédés d'une forme de pouvoir d'agir. Il y a tellement d'adultes qui vont prendre des décisions pour eux que ces jeunes ont moins l'occasion de développer leur capacité à prendre des décisions, leur connaissance d'eux-mêmes, leur proactivité dans la résolution de problèmes. À terme, ce manque d'opportunités d'apprentissage-là peut les laisser dans des situations de vulnérabilité à leur sortie des centres de réadaptation. Ils doivent donc apprendre de leurs expériences, c'est-à-dire apprendre à faire leur propre gestion des risques pour eux-mêmes. Pour chacun de ces risques, quelles actions vous devez poser à l'interne? C'est quoi les procédures officielles à suivre finalement?
En lien avec le risque suicidaire là, et autres comportements dommageables comme l'automutilation, on a une évaluation qu'on appelle le niveau de surveillance. Et dans le fond, le niveau qui est requis pour la sécurité de chaque adolescente. C'est en 3 étapes. Là. Ce qu'on appelle la surveillance régulière, c'est celle qui est une présence bienveillante là, sans nécessairement avoir une mesure particulière. On a la surveillance étroite, qui est un contact visuel auditif au maximum 0-15 minutes. On doit avoir accès à la jeune. On lui offre également une chambre là, qui est sécurisée. On a la 3e, qui est la surveillance constante. Ça, c'est uniquement lorsqu'un passage à l'acte est imminent. Et c'est une présence continue en 1-pour-1 sur une période courte. Là. La réévaluation se fait par un psychologue, parce qu'on sait tous que c'est la nuit là, où les risques sont les plus grands. Donc, c'est une chambre qui est totalement neutre et vide. Dans les 3 cas, le chef doit être informé et impliqué dans la démarche. Et il faut dire aussi qu'on a un protocole là, rigoureux à suivre en cas de tentative non complétée en collaboration avec le CHUL. Pour ce qui est du 2e risque, là, qui est la violence, on fait en fait l'évaluation du potentiel de risque. Ça, c'est pas nécessairement une procédure qui est pareille pour tout le monde, mais on l'évalue. Donc, on évalue le risque de passage à l'acte pour les jeunes un peu en 3 temps. Fait qu'on fait de la prévention, c'est-à-dire que tous les éducateurs sont formés en approche sécuritaire. On prend évidemment connaissance des profils des jeunes. On s'assure d'une collaboration avec les agents d'intervention dans les milieux et on fait une vigie là, pour que le milieu soit normalisant, mais quand même sécuritaire. Lorsque vient une intervention, c'est-à-dire si une escalade de violence débute, malgré les interventions des éducateurs, c'est possible qu'on ait recours aux agents d'intervention et seulement si l'enfant, on a plein de mesures qu'on peut mettre, on a plein de possibilités, mais évidemment, si l'enfant se met en danger pour lui ou pour les autres, c'est possible qu'on ait recours à une intervention qui soit au-delà du verbal et qui devienne physique. Ça doit être autorisé par le chef et c'est évidemment dans le but de protéger tout le monde. Et ensuite, il faut pas oublier, on a la postvention. C'est-à-dire s'assurer que tout le monde va bien, les jeunes, les intervenants, on prend le pouls de l'équipe, on peut organiser un débriefing, on offre le service de PAE, on peut reprendre la situation en équipe et on planifie évidemment le retour de la jeune. Ça fait partie de ce qu'on met en place et évidemment, chaque situation est individualisée en fonction de qui est le jeune. Tous ces risques-là se retrouvent là, lorsqu'on parle de fugue, c'est-à-dire consommation, itinérance, exploitation sexuelle, violence, risque suicidaire, mauvaise alimentation, hygiène déficiente. Pour la fugue, la procédure, elle est très, très claire, c'est-à-dire que on complète, dans le fond, un avis de fugue. Et si on n'a pas de nouvelles d'une jeune pendant plus d'1 heure, on envoie l'avis de fugue aux policiers. On informe les parents, le chef ou le cadre de garde, le travailleur social, évidemment. On communique avec les enquêteurs jeunesse avec qui on a une excellente collaboration. C'est possible aussi qu'on ait à produire une fiche média, c'est-à-dire que on envoie les détails entourant la situation aux communications, parce que si les parents décidaient de médiatiser la situation, il serait possible qu'ils soient questionnés, donc on leur donne le pas d'avance. Et en tout temps, on cherche à rejoindre le jeune. Pour ce qui est du risque suivant, là, qui est en soi la transition à la vie adulte, c'est beaucoup plus délicat parce que on a peu de pouvoir en tant que protection de la jeunesse après les 18 ans. D'où l'importance dans les démarches un peu plus là, bureaucratiques et pratiques de les faire en amont et de s'assurer que l'enfant est prêt au maximum de ce qu'on peut donner. Donc, tout ce qui est là, la carte d'assurance maladie, la recherche du milieu de vie, l'appartement, la ressource, le budget, etc., là, c'est là où on a des procédures puis des critères à respecter, mais c'est celui que je trouve le plus délicat. Quand vous parlez de transition à la vie adulte et de préparation en amont, ça ressemble à quoi exactement? Au quotidien, nous, sur le plancher, on a une programmation avec des ateliers qu'on va donner à nos jeunes. À travers ces ateliers-là, on a des ateliers qui touchent à plein de choses comme la sexualité, la toxicomanie, l'estime de soi. Mais nous, à l'unité Odyssée, notre particularité, c'est qu'on a des ateliers reliés avec la transition à la vie adulte. Donc, il va arriver qu'on va faire des ateliers sur le budget, sur la cuisine, sur comment aller à l'épicerie, comment choisir des produits. Toute cette partie-là est faite avec eux à l'avance. Quand on est capable de les amener pour aller visiter des organismes, pour leur présenter pour les 18 ans ce qu'ils vont avoir accès, c'est ce qu'on va faire. On travaille beaucoup en collaboration avec le programme de qualification jeunesse, qui sont des éducateurs qui sont au centre jeunesse, qui vont suivre nos jeunes après la majorité. Souvent, ils vont les suivre vers 19-20 ans, mais c'est vraiment eux qui vont être le point pivot, là, un coup que nos jeunes vont être majeurs, qui vont être là pour les accompagner. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui est fait à leur niveau, au niveau du budget, au niveau des rapports d'impôts, tout ce qui touche comme l'extérieur après les 18 ans, la recherche d'appartements, c'est eux qui vont les accompagner là-dedans. Concernant les autres risques dont on a parlé précédemment, quelles sont les consignes, les procédures à suivre?
En lien avec la consommation, là, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Par exemple, tout ce qui est relié à la santé mentale de nos jeunes. C'est déjà arrivé que des jeunes entrent de la consommation sous différentes formes, que ce soit par des vapoteuses de cannabis ou encore des jujubes au THC, et qui en ont donné à d'autres jeunes qui, eux, l'ont pris pour être comme les autres, mais sans vraiment savoir ce que ça contenait. Ce qui a eu pour conséquence qu'on a dû les envoyer à l'hôpital parce que le mélange avec leur propre médication était dangereuse pour eux. Dans le fond, nous autres, notre objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de consommation qui rentre à l'unité, de voir comment on peut faire pour éviter ça. C'est sûr qu'on a des limites, on a différentes procédures. On a des procédures de vérification visuelle des sacs qui consistent à chaque retour de sortie, on va ouvrir le sac, vérifier à l'intérieur s'il y a quelque chose qu'on voit, mais sans faire une fouille directement du sac. On a des fouilles sommaires qui consistent vraiment à vérifier les poches de manteau, vérifier l'intérieur des sacoches, tout sortir des sacs, s'assurer qu'il n'y ait pas de consommation à l'intérieur. Ou des fouilles complètes, qui là, c'est une fouille qu'on va faire avec une jaquette. En aucun temps, là, on va voir la jeune nue, là, mais on prend vraiment une jaquette, on prend le temps de vérifier tous ses vêtements et toutes les parties de son corps là, qu'on peut voir justement en levant les manches, en levant comme le bas de la jaquette pour voir les jambes, s'assurer qu'il n'y ait pas de consommation sur elle. Fait que c'est vraiment les procédures qui font en sorte qu'on va éviter qu'ils en rentrent à l'unité. On doit aussi gérer leur état de consommation pour éviter que nos jeunes qui essaient d'arrêter la consommation se retrouvent confrontés à ça, mais aussi les accompagner quand ils sont en manque, soit au retour de fugue, au retour de sortie ou des sorties de fin de semaine, comme à la maison, au travail ou à l'école. Si l'accompagnement va être individualisé pour chacun, nous, notre objectif, c'est que les filles restent pas avec les autres jeunes sur le plancher quand elles sont en état de consommation, puis qu'on va vraiment les accompagner individuellement. On va vérifier s'il y en a des niveaux de surveillance, comme Élise expliquait plus tôt, là, à mettre en place pour s'assurer de leur sécurité, tout dépendant de ce qu'ils ont consommé. Puis on va leur demander là, de faire des retours eux-mêmes, là, soit d'aviser leurs parents eux-mêmes ou d'aviser la personne à charge de leur travailleur social pour comme assumer la partie qui ont rentré de la consommation. Pour éviter qu'il y ait de la consommation qui rentre, tantôt on parlait de fouille, il nous faut des motifs valables de croire que le jeune a une intention d'en rentrer au centre. Ça nous prend l'autorisation de notre gestionnaire. C'est à partir de là qu'on va pouvoir effectuer les fouilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des mesures particulières qu'on utilise en dernier recours. Puis lorsqu'on a besoin de se rendre là, c'est vraiment important de s'assurer avec les parents et avec l'intervenant social que des choses soient mises en place lors des sorties ou à la maison pour éviter le plus possible que la situation se reproduise. Pour ce qui en est de l'exploitation sexuelle, c'est important de s'adapter à chacune des situations qui sont toutes différentes. On peut avoir à travailler autant avec des jeunes qui sont sur le point de se faire recruter puis qui ne le voient pas encore, qu'avec des jeunes qui font volontairement de l'exploitation sexuelle, ou encore des jeunes qui, eux, vont recruter. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, on va être là beaucoup avant pour faire de la prévention avec nos jeunes, puis essayer d'éviter le plus possible que la jeune se fasse embarquer dans un réseau d'exploitation sexuelle. Et souvent, après, un coup que les jeunes, ils sont sortis, puis que là, mettons, on sait qu'ils ont des faits, qu'ils en ont fait, qu'on va être capable de travailler avec eux. Par contre, là, on a beaucoup moins de pouvoir sur l'entre-deux. Le moment où les jeunes, ils sont dans l'exploitation sexuelle, ils font des clients, c'est sûr qu'ils nous en parlent moins parce que pour eux, c'est plus confrontant. Quand on a des faits au niveau de l'exploitation sexuelle, nos procédures, c'est vraiment de faire des signalements. Puis cette partie-là, là, c'est nos travailleurs sociaux qui vont aller évaluer à savoir si on retient ou non le signalement. Puis à notre niveau, quand on sait qu'on a des jeunes là qui sont dans la prostitution, dans l'exploitation sexuelle, on va faire des tables de concertation là, avec plusieurs professionnels, avec des organismes communautaires qui sont autour de nous pour voir comment on peut les accompagner du mieux qu'on peut, là. On sait que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour le voir? En fait, on n'a pas accès aux réseaux sociaux de nos jeunes. C'est sûr que dans la mesure du possible, là, on essaie d'avoir un bon lien avec eux puis d'accepter qu'ils nous montrent eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a sur leurs réseaux sociaux, puis qu'à ce moment-là, on puisse vraiment travailler avec le contenu qu'eux produisent. Quand on a accès à ce qu'ils font, c'est souvent d'autres jeunes qui vont nous l'envoyer, qui vont nous dire regarde, j'ai vu telle personne qui a fait ce vidéo-là, je suis inquiète pour elle. Fait que souvent, les jeunes, entre eux, vont être inquiets, c'est à partir de là qu'on va être capable d'avoir du pouvoir, là, puis de pouvoir travailler avec ce que les jeunes nous donnent. Donc, les autres jeunes vous aident à certains moments à cibler les situations à risque. Oui, puis tu sais, on parle de là, on parle maintenant de l'exploitation sexuelle puis des vidéos qu'on va avoir sur les plateformes. Mais quand on parle de consommation, c'est la même chose. Là. Des fois, on va avoir des jeunes qui vont arriver, qui vont venir nous voir, qui vont nous dire la jeune dans la chambre 4, elle a une vapoteuse à cannabis. Fait que c'est à partir de là qu'on va être capable d'aller voir ce qu'il y en a.
Au même principe, là, quand on parle des risques au niveau des risques suicidaires, des risques d'automutilation, des fois, on a des jeunes qui vont venir nous voir, qui vont nous dire « Hein, j'ai parlé avec elle, elle va pas bien, est-ce que vous pouvez aller la voir? » Ou je le sais qu'elle a des ciseaux à sa chambre et qu'elle a voulu les utiliser pour s'automutiler ce soir. Fait que ce serait bien que vous ayez les récupérer. Fait que souvent, on passe par eux. C'est à eux notre plus grande source de contenu sur tout ce qui se passe là à l'interne. Là. D'où l'importance du lien de confiance. Exactement. Puis d'où l'importance aussi de travailler en collaboration avec eux. T'sais, on va en parler un petit peu plus loin, là, mais si on est dans des contextes de confiance, de collaboration, de transparence, c'est là qu'on est capable de travailler vraiment avec nos jeunes. Fait que, on est beaucoup dans le punitif. Ben, nos jeunes, ils vont moins nous faire confiance, on n'aura pas leur juste, puis on sera pas capable de travailler ces aspects-là avec eux. On voit que les enjeux sont majeurs, sont vraiment très, très importants. On parle de la vie des jeunes. Comment les intervenants et les gestionnaires composent avec ces situations de stress intense-là? Pour gérer le stress, ben, c'est important que, comme gestionnaire et pour mon équipe d'éducateurs, que tout le monde puisse avoir la possibilité de bien connaître ses zones de vulnérabilité au stress, de connaître ses propres réactions devant les situations stressantes qui pourraient survenir, de connaître aussi les moyens qui fonctionnent pour y faire face là, individuellement lors de l'intervention, c'est-à-dire dans une situation d'urgence ou de stress en soi. C'est important d'être capable de savoir comment on va agir et de voir si on le fait vraiment. Faut savoir gérer les priorités, mais surtout être capable de se relever de cette situation-là. Ce qui est encore plus important, là, encore une fois, c'est de s'assurer de la prévention individuellement, mais aussi en équipe, c'est-à-dire que de s'assurer que nous-mêmes et ou la personne qu'on accompagne dans une gestion de situation stressante, de voir si on peut répondre à ses besoins, on a-t-il besoin d'un débriefing, évaluer le risque d'une accumulation de traumas ou de micro-traumas parce que on sait que les éducateurs et moi comme gestionnaire, on vit parfois des situations qu'on arrive à gérer, on a l'impression que ça fonctionne bien, puis finalement s'ajoute une situation qui peut même être quelconque, que ce soit en gestion ou au plancher, et là, oups, on tombe en déséquilibre. Fait que évaluons le risque là, d'accumuler des traumas et évidemment comme gestionnaire, on n'est pas à l'abri, évidemment, d'avoir besoin d'un recours au PAE. On a accès à ça également aussi. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière le titre. Là, si on a des besoins, il faut y aller aussi. Vous, personnellement, quand vous rencontrez des situations plus difficiles ou qui vous marquent plus, est-ce que ça vous suit à la maison? Rarement, je pars à la maison avec quelque chose qui n'est pas terminé. Puis je le fais parce que je sais que quand je quitte, je ferme la porte, je passe complètement à autre chose. Fait que c'est un mécanisme assez puissant qui actuellement me sert très bien. C'est sûr que ça peut arriver que je quitte un vendredi et que je ferme la porte complètement, mais que, oups, là, rendu au dimanche soir, j'ai une petite pensée sur tout ce qu'il y a à régler au retour lundi. Moi, ma façon de gérer ça, là, c'est vraiment de mettre ça dans un tiroir, ferme la porte et j'y arrive. Fait que c'est comme ça, moi, que je survis au stress. Puis quand je reviens sur le plancher à mon bureau, ben, tu sais, là, en pleine action, puis on règle le maximum de choses. En protection de la jeunesse, surtout en centre de réadaptation, on est du 24/7, hein, fait que y a rien qui peut rester en plan. Si c'est pas moi, parce qu'à un moment donné, il faut partir, c'est correct. Si c'est pas moi qui le gère, je sais à qui donner le flambeau et ça suffit aussi pour me dire, OK, je te donne ça, tu vas l'agir comme ça, parfait, j'ai confiance en toi, je pars l'esprit tranquille, j'aurai les résultats demain. Fait que, tu sais, on laisse rien en plan, mais ça prend une capacité de déléguer puis de donner au suivant puis de faire confiance. Moi, quand j'arrive à la maison puis que j'ai vécu une grosse journée, j'aime ça cuisiner. Fait qu'il va arriver là, que je vais cuisiner des biscuits à 2 heures du matin parce que j'ai eu une grosse soirée puis j'ai besoin de décompresser. Fait que, tu sais, ça, c'est important de trouver quelque chose qui va nous faire du bien. Ça, c'est ma façon à moi de le faire, mais chaque éducateur a sa façon à lui de le faire. Puis le gros du travail, là, c'est quand on commence, on est des jeunes éducateurs, c'est de trouver cette partie-là qui va nous faire du bien puis qui va faire en sorte qu'on va arriver à décrocher. Là. Tout le monde est différent, les solutions de tout le monde sont différentes, fait qu'il faut trouver des moyens qui fonctionnent avec eux. Vous nous avez parlé de ce que ça vous fait vivre, ces situations-là. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à des exemples plus concrets là, de situations à risque. Par exemple, quand on parle de perte de contrôle envers les éducateurs, ça ressemble à quoi? Pouvez-vous nous en parler un peu? Souvent, la perte de contrôle de nos jeunes va être suite à des interventions qu'on va faire, mais ça va être un cumulatif de toutes les émotions qu'elles vivent reliées à plein d'autres situations dans leur journée ou dans leur semaine, dans leur mois.
Des fois, on va avoir des interventions aussi banales que de demander à une jeune d'aller fermer une porte d'armoire. Puis là, la jeune va tomber en situation de crise, va se mettre à insulter les éducateurs. À ce moment-là, nous, on va leur demander de se retirer en chambre pour être capable de reprendre la situation un coup, qui vont être apaisés. Mais des fois, ça fonctionne pas. Des fois, on a des jeunes qui vont prendre des objets, qui vont nous lancer des objets, qui vont essayer de nous foncer sur nous avec le poing en l'air, qu'on peut se douter qu'on va avoir une situation vraiment où on va se faire agresser physiquement. Ça va être rare qu'on va se ramasser dans des contextes où vraiment un jeune va nous donner des coups de poing. Par contre, c'est des situations où ils vont lancer des objets, que ce soit en notre direction ou en direction des murs, ça va arriver fréquemment. Quand ils vont se rendre dans leur chambre, des fois, on va entendre des gros booms, on va rentrer, puis il va y avoir plein de choses qui vont s'être lancées dans leur chambre avec leurs objets personnels. Et ça va être principalement des situations de violence reliées à des objets que directement reliés aux éducateurs. Comment vous réagissez dans ces situations-là? Souvent, on va tomber directement en mode intervention. Fait que, on a des habitudes au niveau de nos interventions qui font en sorte qu'on sait où on s'enligne. Et c'est souvent après, quand comme la situation, la jeune est à sa chambre, là, c'est calmé, que là, on réalise tout ce qui aurait pu nous arriver. L'important, c'est d'être capable de reprendre ces situations-là avec les jeunes rapidement. Des fois, là, on fait le parallèle avec quelqu'un qui fait un accident de voiture. On lui dit « reprends le volant rapidement pour pas que tu aies un traumatisme à ce niveau-là ». Mais nous, c'est le même principe. Quand on va avec nos enfants, puis il arrive des situations de violence, bien, si on se tasse trop, puis qu'on reprend pas ça, bien, le jeune, il va penser qu'il va avoir brisé son lien de confiance avec nous, va douter au niveau de la relation, fait que ça va beaucoup réactiver tous les traumatismes de l'enfant. Puis aussi, il va se demander, est-ce qu'on est fâché après lui? C'est souvent les réactions que les jeunes vont avoir. Fait que, d'être capable d'aller reprendre les choses un coup que la jeune est apaisée, que nous, on est apaisés, c'est la meilleure solution pour nous aider à passer à autre chose, puis à éviter de rester pris avec ça. Concernant les situations qui se déroulent plus à l'extérieur du centre de réadaptation, comment vous gérez ces situations-là? Il y a plusieurs situations qui peuvent survenir à l'extérieur. Là, on parlait de consommation, mais ça va arriver que nos jeunes vont consommer abusivement à l'extérieur. On a des jeunes qui sont partis puis qui ont consommé pendant 2-3 jours, qui font des blackouts, là, qui oublient tout ce qui s'est passé pendant ces journées-là. Et ça va vraiment être au retour qu'on va être capable de reprendre ça avec eux. Et quand on parle plus d'exploitation sexuelle, ben il va arriver qu'il va y avoir des jeunes qui vont aller dans des Airbnb, qui vont aller dans des hôtels, puis que là-bas, ça va faire comme un party, il y a des gens qui vont arriver, c'est des processus de recrutement, là, souvent que nos jeunes ne voient pas vraiment venir. Fait que ça va être de faire de la sensibilisation avec eux avant, en leur expliquant les risques, les risques qui existent dans ces milieux-là. Fait que s'ils se font inviter dans des parties, ils vont savoir un petit peu à quoi s'attendre, mais ça va être aussi après de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles non consentantes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de t'amener à Montréal? Est-ce que, tout ce qui arrive là-bas, on a le pouvoir sur ce qui se passe avant, on a le pouvoir sur ce qui se passe après, mais pendant la situation, souvent, on le sait pas encore qu'ils sont là. On va le savoir après. Fait que, on peut pas faire grand-chose à ce moment-là. On va travailler en étroite collaboration avec nos enquêteurs qui, eux, vont aller vérifier là, qu'est-ce qui se passe dans ces hôtels-là, c'est qui les personnes qui vont fréquenter ça, est-ce que c'est des gens qu'on connaît qui sont reliés à l'exploitation sexuelle qui vont nous permettre d'avoir plus leur juste sur ce qui se passe avec nos jeunes. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe et de collaboration avec les jeunes, avec les partenaires, puis avec leurs amis aussi, parce que voir un petit peu quel réseau social ils ont, c'est qui les gens autour d'eux, puis qu'on soit capable de faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Donc, je comprends que la sensibilisation qui se fait aussi là, avant des situations comme celle-là, là, avec l'ensemble des jeunes. Exactement. Nous, à travers tous nos ateliers qu'on va faire au courant de la semaine, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va parler reliées à ça. Quand on a des jeunes qu'on sait qui sont plus vulnérables, qui ont plus les risques de se ramasser dans des contextes comme ça d'exploitation sexuelle, il y a des parties qu'on va faire en individuel avec eux. Des fois, nos jeunes vont arriver, puis on les connaîtra pas beaucoup, mais là, ils vont nous nommer des noms de leurs amis, que c'est des noms que nous, on a en tête, qu'on connaît, qui sont reliés dans des milieux d'exploitation sexuelle. Fait qu'on va être capable de leur dire fais attention, il y a ça, ça, ça. Si tu vois tel signe qui arrive, par exemple, si tu as un chum qui bourre de cadeaux, ben c'est sûr que, ça, on va se questionner. Si tu arrives avec
des gros montants d'argent parce qu'ils voulaient t'aider. Il va y avoir des questionnements à ce niveau-là. Fait que c'est un travail quotidien qu'on a à faire avec nos jeunes avant pour les préparer à ces risques-là, pour qu'ils puissent voir un petit peu quand ils sont en train de se faire embarquer dans des réseaux comme ça, mais autant le après, comme je disais, qu'on va être là pour les aider puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, oui, on va travailler en relation, en prévention, en intervention, en postvention, mais parfois, ça suffit pas. Et lorsque c'est pas possible, ben, on débute un processus d'encadrement intensif. C'est-à-dire que on doit aller voir est-ce qu'on a tout mis en place à l'intérieur de nos murs, c'est-à-dire en unité ouverte. Est-ce qu'on a tout mis en place pour que l'enfant puisse s'ajuster, se reprendre, s'arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé? S'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, on va l'ajouter. Puis, en toute franchise, il y a très peu de limites, c'est-à-dire que s'il faut rajouter du personnel, s'il faut individualiser une programmation, on est très innovant là à ce niveau-là parce qu'il faut savoir que l'encadrement intensif, c'est très, très restrictif, c'est contraignant et c'est pas ce que la DPJ vise. Par contre, lorsqu'on est rendu là, c'est pas exactement l'encadrement intensif concrètement, là. La mesure d'encadrement intensif, dans les faits, on complète une grille. La grille, c'est un outil d'aide à la décision qui comporte 6 volets. Frédéric, aide-moi si j'en oublie. On a la violence, on a les problèmes sexuels, la sexualité problématique, on a la consommation, on a l'aspect suicidaire, et la santé mentale, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les fugues. La fugue. Voilà, on est rendu à 6. Donc, c'est fugue, automutilation, risque suicidaire, comportement sexuel problématique, violence. Je pense qu'à 2, on les a. Mais, somme toute, donc, on évalue l'enfant en fonction de cette grille-là et on documente. Et ensuite, on transmet ça. Ça vient un peu avec une cotation, mais c'est un aide à la décision. C'est pas nous qui prenons la décision, ni l'éducateur, ni le travailleur social, ni le gestionnaire. Par contre, on fait la démarche en collaboration. Cette grille-là, elle est transmise à ce qu'on appelle un décideur. Et c'est cette personne-là qui, en fonction des résultats, va communiquer avec nous, on va prendre le temps d'en parler et qui prendra une décision, c'est-à-dire d'admettre ou non l'enfant dans un autre milieu qui se trouve pas à l'Escale à Cap-Rouge, mais bien à Beauport, dans un milieu qui est sécuritaire, où on prive l'enfant effectivement de sa liberté pour un temps d'un maximum de 30 jours, qui pourra être moins, qui pourra être renouvelé en fonction là, si le risque est toujours présent et si on considère que dans les 30 jours suivant la sortie de l'enfant, la problématique et le risque pourraient revenir. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, l'éducateur de l'Escale, l'éducateur de l'unité de départ, reste en contact là, toutes les semaines, là, très régulièrement avec l'enfant, qui aura des objectifs à atteindre et qui aura à nous démontrer qu'est-ce qu'il n'a pas pu mettre en place en milieu ouvert, qu'il peut mettre en place en milieu sécuritaire fermé, pour mieux revenir en ouvert avec des nouvelles balises puis des nouveaux moyens d'assurer lui-même sa sécurité. Ça ressemble à ça, l'encadrement intensif, et c'est de cette façon-là que malheureusement, lorsqu'on n'est pas capable d'arrêter autrement un comportement qui peut mettre la sécurité de l'enfant en jeu, ben, on a recours à cette mesure-là. En fait, c'est des milieux plus sécuritaires où il n'y aura pas tout ce qui est cordon, lacets, fil, tout ça va être barré pour éviter la strangulation. C'est des unités où on va compter les ustensiles de métal avant et après chaque repas pour s'assurer qu'il nous en manque pas, pour éviter tous les risques au niveau soit de la violence que les jeunes attaquent des éducateurs avec les ustensiles ou qu'ils se fassent mal à eux-mêmes avec ces mêmes ustensiles. Il y a des tournées sécuritaires qui sont faites pour s'assurer qu'il n'y ait rien dans leur chambre à l'heure du coucher pour qu'ils se fassent mal ou qu'ils se mettent à attaquer quelqu'un. Fait que c'est vraiment des mesures où tout est barré, tous les moyens à disposition pour leur sécurité et la sécurité d'autrui sont mis en place. Ils n'ont pas accès à tout ce qu'ils pourraient utiliser là, pour se faire mal. Là. La gestion des risques est beaucoup plus grande en milieu ouvert, considérant toutes les possibilités, puis le fait que c'est un milieu qui est plus normalisant, où les jeunes ont accès à plein de choses, alors qu'au sécuritaire, justement, le sens, c'est ça, c'est de pouvoir stopper tous les risques en mettant en place toutes les mesures. Et à ce moment-là, ce que ça crée, c'est que l'enfant se rend disponible. Je peux pas m'automutiler, il n'y a rien pour le faire. Fait qu'à un moment donné, je vais chercher, je trouve pas. Donc, OK, je vais m'ouvrir. Là, je deviens disponible parce qu'on n'est peut-être pas en milieu ouvert dans ce temps-là. Tous les stimuli sont arrêtés.
Fait que là, je me rends disponible à la réadaptation, à m'ouvrir, à faire des prises de conscience. Et là, je travaille sur moi, là. Je vais revenir au dernier balado qu'on a fait. On a rencontré une jeune ex-placée qui nous disait qu'elle aurait apprécié que les éducateurs pensent davantage aux autres jeunes dans les situations de crise. Par exemple, cette jeune-là a vécu beaucoup de violence dans sa famille. Les cris et comportements agressifs des autres jeunes lui faisaient revivre ses traumas. Le retour des jeunes qui avaient consommé, c'était difficile pour elle aussi parce qu'elle avait arrêté de consommer. Elle suggérait que les autres jeunes soient invités à s'éloigner des explosions pendant les périodes de crise et qu'on pense un peu plus aux enjeux des autres jeunes dans ces contextes-là. Que lui répondriez-vous si elle était devant vous? Comment faire en sorte que les autres jeunes, ceux qui ne sont pas directement concernés par la situation de crise, n'en soient pas trop affectés? De plus en plus, là, on ne sait pas cette jeune-là, ça date de quand son placement. Fait que, de plus en plus, nous, on travaille avec des approches sensibles au trauma. C'est sûr que c'est tout ce qu'on va avoir en tête beaucoup plus qu'on l'avait il y a quelques années. Quand c'est possible, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est effectivement de tasser le reste du groupe quand une situation de crise survient. Par contre, des fois, c'est difficile de savoir à quel moment la crise va arriver. Fait que, c'est sûr qu'on peut pas y aller tout le temps en prévention en se disant « Ah, je pensais pas que cette émission-là ferait en sorte qu'on va déclencher une crise. » Fait que, des fois, il y a des choses qu'on peut pas contrôler non plus. Puis bien qu'on mette en place là, différentes stratégies pour accompagner individuellement les jeunes dans ces contextes-là, il s'agit d'un milieu de vie pour eux aussi. Il y a différents enjeux reliés à ces situations-là. Là. Premièrement, des enjeux de sécurité pour les éducateurs. Si une éducatrice quitte avec le reste du groupe qui va bien, puis qu'une autre reste avec celle-là en crise, il faut qu'on s'assure de pouvoir avoir du support là, rapidement en cas de désorganisation. Fait que c'est plus compliqué quand on a moins d'éducateurs. Souvent, on va être capable de mettre du personnel en plus sur le plancher quand on sait qu'on a des situations à risque comme ça. Puis il y a aussi les enjeux d'attachement, là, comme je vous parlais. Oui, les jeunes qui vont bien n'ont pas à subir la violence de celles qui vont pas bien, mais idéalement, celle qui est en période de crise a besoin de repères en ayant proche d'elle là, des personnes qu'elle connaît puis de qui elle a confiance pour l'aider à s'apaiser. Là. Et, dans des moments comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est penser à la sécurité de chacun le plus rapidement possible, que ce soit la sécurité des autres jeunes, la sécurité des éducateurs, mais aussi la sécurité de la jeune là, qui est justement en situation de crise. Plusieurs perspectives s'opposent en matière de gestion du risque en réadaptation. Pouvez-vous nous en parler, Madame Tremblay-Hébert? Mais en fait, la gestion du risque en soi, c'est vraiment un phénomène de tension entre les libertés des personnes puis aussi le protectionnisme. On jauge aussi beaucoup de seuils de dangerosité différents. Ça implique aussi beaucoup d'incertitudes. En gros, on navigue avec des probabilités que des événements néfastes se produisent sans savoir s'ils vont se produire. Pour les intervenants en centre de réadaptation, la gestion du risque suppose, par exemple, qu'il y a un risque au maintien du statu quo et à l'intervention. C'est-à-dire que de rien faire pour une situation comporte un risque. Mais le geste de l'intervention peut en comporter un autre. L'idée, c'est donc de trouver une solution qui comporte le moins de risques. Ça ne veut pas dire de ne pas intervenir, mais ça signifie de mettre les choses en place pour réduire les effets plus néfastes que ça peut entraîner. Par exemple, l'emploi des mesures de contrôle, comme l'isolement, la contention, les mesures d'encadrement intensif, opposent deux rationnels, comme vous dites. D'un côté, certains vont voir ces mesures-là comme faisant partie de programmes spécialisés adaptés aux besoins des jeunes, sont nécessaires vu les comportements parfois extrêmes des jeunes placés. Mais d'un autre côté, d'autres vont critiquer l'allure carcérale, les lieux physiques, les procédures, de même que la privation de liberté aussi. Cette vision-là souligne en quelque sorte le risque de l'intervention elle-même. Ce sont des réflexions qui donnent lieu à des balises et des cadres d'intervention pour accompagner les intervenants. On cherche à être le plus parcimonieux possible dans l'emploi de ces mesures-là. Autrement dit, il faut réfléchir à ce que sont les risques des deux côtés. Ils doivent idéalement être réfléchis en amont des interventions, comme mes collègues le font, en considérant le développement des jeunes, puis encore mieux avec la vie du jeune lui-même. Il faut trouver un équilibre entre l'encadrement et la liberté d'explorer. Rappelons que pour développer son pouvoir d'agir et être capable de faire face au monde comme adulte, le jeune a besoin de comprendre qui il est puis qu'est-ce qui peut répondre à ses besoins. Il faut donc des opportunités d'apprendre dans ces deux sphères-là. Sans les opportunités de se développer, il risque de rester plus vulnérable au monde. Il faut donc, à mon avis, continuer de favoriser des pratiques de développement du pouvoir d'agir. Puis essentiellement, les approches d'empowerment ou de pouvoir d'agir, ça vise à octroyer plus de pouvoir aux groupes plus vulnérables en les accompagnant dans leur exploration, mais aussi en visant le changement des structures plus contraignantes qui pourraient être vues par certains comme paternalistes.
susceptibles de réduire leur pouvoir d'agir. Puis quand je parle de pouvoir d'agir, là, je parle aussi de favoriser celui des intervenants dans l'organisation qui est tout aussi essentiel puis qui leur permet de bien accompagner les jeunes. Vos travaux de recherche portent aussi sur les placements time-out. Pouvez-vous nous en parler un peu? Les placements time-out sont ce qu'on appelle dans la région de Montréal des remobilisations. Je les ai appelés time-out pour faire référence à la technique selon laquelle un jeune, pour réduire un comportement particulier, va être sorti de son environnement pour lequel il y a des déclencheurs de ses agirs pour le stabiliser ou l'apaiser. Les placements time-out à Montréal sont des placements très courts, là, je dirais 4 jours en moyenne, qui sont complémentaires à la trajectoire de placement, puis qui visent le retour à une situation plus calme, mais aussi qui visent à protéger le jeune d'un éventuel déplacement dans une autre ressource. Mes travaux des dernières années sur cette mesure-là démontrent que les intervenants qui travaillent au quotidien avec des jeunes qui ont des problématiques comportementales importantes se retrouvent parfois à devoir employer des stratégies plus encadrantes dans leur pratique, comme les placements time-out. Si ce type de mesure-là n'est pas aussi contraignant que les mesures d'encadrement intensif dont parlait ma collègue, il suppose tout de même une forme de restriction de liberté chez les jeunes. Par exemple, les jeunes qui sont en placement time-out ne sortent pas de l'institution, vont pas aller à l'école, sauf s'il y a un arrangement qui est fait, et vont pas non plus aller travailler. Vu le caractère plus restrictif, pour certains intervenants, les placements time-out doivent être évités le plus possible, alors que pour d'autres, c'est une ressource comme une autre. Dans une optique de gestion de risque, ce que ça nous dit, c'est que les seuils de tolérance au risque varient d'une personne à l'autre. Certains vont attendre très longtemps avant d'employer une mesure contraignante, alors que d'autres l'emploient plus rapidement dans l'intervention. Dans des situations où les effets des mesures sont moins clairs pour les intervenants, là, il y a une ambivalence qui s'installe. C'est dans cette incertitude-là qu'on observe la gestion du risque en tant que tel, parce qu'on cherche en quelque sorte le moindre mal. Pour les placements time-out, il y a des risques au statu quo, puisque les comportements sont inquiétants, mais il y a aussi des risques à l'intervention. Par exemple, cette intervention-là pourrait accentuer la rupture relationnelle entre les jeunes et leurs intervenants, par exemple. Puis les intervenants en centre de réadaptation doivent donc toujours jongler avec ça dans leur quotidien. Comment on peut, dans les situations à risque, trouver un équilibre justement, protéger au maximum et encourager l'exploration ou d'autres comportements associés au bon développement des adolescents, selon vous? C'est l'enjeu de la réadaptation et du psychosocial là, en collaboration. C'est un enjeu de tous les jours. Chacune des décisions pour les enfants doivent être prises en tenant compte de qu'est-ce que ça peut risquer, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. C'est vraiment là où on a le plus de réflexion à avoir. Il faut trouver le juste milieu entre les besoins de l'enfant et les risques encourus, mais en respectant l'ordonnance du tribunal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté, évidemment. Heureusement, la réadaptation partage la gestion des risques avec le psychosocial. On travaille vraiment de concertation et ça, c'est très gagnant. Il faut impliquer la famille parce que, peu importe ce qui s'est passé, ce sont les personnes les plus significatives généralement, ce sont les personnes qui connaissent le plus leur enfant. C'est régulièrement vers là qu'on va retourner, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on les implique le plus possible. La famille ou les personnes significatives, c'est pas toujours la famille, évidemment, mais il faut établir là c'est quoi le niveau de force des filets de sécurité versus l'impact que les risques peuvent engendrer. C'est un accompagnement avec des plans qui sont prévus, prévisibles, qui sont faits avec le jeune, d'un commun accord. Fait que ça nous donne une façon de prévoir les risques. Parfois, il faut faire pour, malgré que c'est une unité là, de passage à la vie adulte, là, parfois, il faut faire pour. Parfois, il faut faire avec avant de se lancer et ou de se relancer. Il faut absolument considérer les chutes, les erreurs, pour décortiquer ça, il faut comprendre avec les enfants pour en faire des expériences d'apprentissage, se relever, rebondir, puis faire des choix qui sont plus ajustés. Fait que c'est vraiment un enjeu de tous les jours. Au quotidien, nous, là, si le cadre il est trop ferme puis nos attentes sont trop élevées, ben les jeunes, ils vont croire qu'ils y arriveront pas. Fait que ça va être difficile de bien travailler avec eux là pour réussir à avoir un résultat. Puis ils vont avoir tendance à modifier la réalité là pour éviter les conséquences. Fait que c'est sûr que quand on est capable de travailler en collaboration avec eux, avec un lien de confiance avec eux et d'être prévisible, là, ça nous permet d'avoir un meilleur état sur la situation puis de travailler directement les bonnes choses. Moi, je dirais être informé, comprendre les risques, c'est vraiment déjà un premier pas qui est important pour prendre des décisions dans ce sens-là. C'est nécessaire de connaître les risques du maintien de la situation et les risques d'intervention, comme je le disais tout à l'heure.
Dans les modèles de processus décisionnel qu'on observe dans la littérature, on suppose que les intervenants prennent des décisions en considérant une multitude de facteurs. Donc, on parlait de calcul tout à l'heure, c'est vraiment un calcul incessant. Par exemple, j'ai observé dans mes études sur les placements time-out que les risques concernent pas seulement le jeune lui-même, mais aussi le groupe de jeunes avec lequel il est et l'équipe d'intervenants. La prise de décision pour les intervenants qui ont à gérer les risques est donc très complexe puis vraiment unique à chaque situation. Heureusement, la littérature suggère aussi que les décisions qui sont prises en protection de la jeunesse sont généralement des décisions qui sont collectives, c'est-à-dire qu'elles sont plus généralement prises en équipe avec la famille et appuyées par les gestionnaires de proximité. Un autre aspect qui est intéressant, à mon avis, j'ai observé dans mes études que le ressenti des intervenants serait une information qui devrait être légitime dans la lecture des situations. En légitimant leurs émotions, on est encore plus éclairé sur les différents risques. C'est ce qu'on appelle la pratique réflexive, en fait. La pratique réflexive nécessite de regarder et de comprendre la subjectivité dans la prise de décision. Ici, c'est celle qui est liée à la gestion des risques. J'ajouterais aussi que pour atteindre l'équilibre que vous parlez entre la protection et l'exploration, il faut considérer au moins deux autres aspects. Premièrement, il faut considérer les ressources en centre de réadaptation. La théorie est souvent plus belle que la pratique, et ça, je l'observe souvent. Par exemple, j'ai observé que le manque de synchronisme entre les besoins d'un placement time-out et la disponibilité d'une place dans ce service-là a réduit la confiance des intervenants dans cette stratégie. Ils ont parfois attendu longtemps avant de considérer la mesure, puis lorsqu'ils sont à bout de souffle, la ressource est indisponible. Deuxièmement, il faut considérer le niveau de développement de l'enfant, évidemment. Le jeune doit être lui-même en équilibre entre ce qu'il peut faire avec certaines ressources et de l'aide et ce qu'il peut pas encore faire. Donc, en quelque sorte, sa zone proximale de développement. Donc, où est-ce qu'il peut se développer exactement? Pour gérer le risque, il y a donc pas juste un équilibre à atteindre, mais il y en a vraiment plusieurs qu'on doit calculer. Avez-vous observé un changement de pratique en matière de gestion du risque au CIUS de la Capitale-Nationale au cours des dernières années? Bien évidemment, la pratique évolue et elle doit évoluer, ça va de soi. Je dirais, là, il y a plusieurs changements de pratique, mais dans les gros changements qu'on peut constater, là, il y a tout ce qui tourne autour là, de l'approche ARC, c'est-à-dire sensible au trauma. On travaille de plus en plus avec l'idée que nos enfants ont vécu plusieurs traumas. Finalement, on appelle ça les traumas complexes au final. Je ne veux pas m'étaler sur cette approche-là. Par contre, là où il y a un changement de pratique, c'est qu'on en est conscient, on trouve les traumas et on peut travailler avec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce qui peut impacter le comportement d'un enfant, ben, on essaie de le savoir à l'avance et d'aller dans une autre direction. Donc, en fonction des traumas, on ne travaillait pas comme ça avant. C'est quand même depuis quelques années, mais somme toute, ça, c'est un changement de pratique qui est très important. Celui qui nous touche aussi beaucoup, c'est principalement en matière de passage à la vie adulte. C'est un gros pan de mur là, dans les recherches actuellement, puis dans les financements et tout ça. On entend beaucoup parler et c'est légitime. Ce qu'on observe, là, c'est qu'on débute beaucoup plus tôt la préparation à ce qu'on appelle l'autonomie fonctionnelle ou le passage à la vie adulte. Ce sont des enfants qui arrivent dans nos murs, qui on prend pour acquis, qui sont déjà allés à l'épicerie puis qui ont déjà fait un sapin de Noël, mais c'est pas toujours le cas. Fait qu'on débute très, très tôt le passage à la vie adulte. On implique tous les programmes là, qu'on peut impliquer, c'est-à-dire là, principalement PQJ, qui est le programme de qualification jeunesse, parce que ce programme-là entre dans la vie de l'enfant plus ou moins à 16 ans et il restera là, jusqu'à début vingtaine. Donc ça, c'est très pertinent. On voit arriver, là, comme je le disais, là, des financements supplémentaires, des invitations à participer à des nouveaux programmes pour faciliter la transition. Parce que nous, la DPJ, c'est sûr qu'à 18 ans, théoriquement, on n'est plus dans la vie de l'enfant, mais on a été les personnes les plus significatives. Fait que comment on va pallier, là? On a des nouvelles ressources d'hébergement de plus en plus qui sont très spécialisées. On peut parler, par exemple, de Mère Mallette, d'Air ouverte maintenant et du Zénith qui s'en vient. Plus tôt, là, Élise nous parlait des traumatismes de nos enfants avec les changements de pratique au quotidien. Là, on peut le voir dans nos interventions. Je vous donne un exemple. Là. On avait une de nos jeunes qui avait été enfermée dans une pièce quand elle était plus petite. Quand il y avait des désorganisations, on accompagnait la jeune au secteur retrait. Puis, dans nos pratiques habituelles, la porte du secteur retrait est fermée parce que les agents la ferment tout le temps quand ils sont là. On s'est questionné parce que souvent, la jeune se désorganisait encore plus un coup que la porte était fermée. Fait que suite, mettons, à l'évaluation de ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, on en a déduit que
pour elle, être dans des endroits clos, c'est problématique. Fait que quand elle est au secteur retrait, maintenant, la porte reste ouverte et les organisations sont beaucoup moins importantes et durent sur beaucoup moins longtemps. Fait que c'est des choses comme ça qu'au quotidien, là, on est capable d'adapter avec nos jeunes là, quand on a leur traumatisme en tête. Là. En lien avec le passage à la vie adulte, c'est sûr que, comme Élise le disait, on a beaucoup d'organismes avec lesquels on travaille. Nous, on essaie de les outiller le plus possible avant pour leur présenter ces organismes-là. Quand nos jeunes, ça fait longtemps qu'ils sont placés, on a des jeunes là, qui ont été placés depuis qu'ils ont 7, 8, 9, 10 ans, puis qui sont encore avec nous jusqu'à 17 ans. C'est sûr qu'ils sont tannés d'être dans le système. Ils sont tannés d'avoir des gens autour d'eux qui leur disent quoi faire. Ils sont tannés d'avoir des restrictions. Et des fois, c'est difficile pour nous de les faire adhérer à ces organismes-là. Il y a des organismes qui seraient super pertinents là, en lien avec la transition à la vie adulte, qui leur donnent des ressources au niveau de l'autonomie, des ateliers budget, des ateliers cuisine. Mais souvent, on va voir que nos jeunes, ils sont effectivement tannés de tout ça, fait qu'ils vont fuir le plus possible là, le cadre à leurs 18 ans. Puis c'est là qu'on a un autre enjeu majeur qui apparaît là, parce que la liberté, bien, ils en profitent beaucoup. Fait qu'on a beaucoup de jeunes qui vont se ramasser justement dans des situations d'itinérance non prévues parce que finalement, les outils qu'on a essayé de mettre en place avec eux avant leurs 18 ans, là, ils les ont pas utilisés. Que vous aimeriez que les gens retiennent de ce qui s'est dit aujourd'hui? Selon moi, le gros à retenir, là, c'est que autant qu'on va avoir d'enfants qui vont être placés avec nous, autant qu'il va y avoir de façons différentes d'intervenir, de situations différentes qui vont survenir. Fait que l'important, c'est d'être capable de s'adapter toujours aux jeunes qu'on a en avant de nous pour lui offrir le meilleur service. Là. Pour ma part, il faut apprendre aux jeunes comment voir et gérer les risques dans leur propre vie à travers la connaissance de soi, la connaissance des ressources, comme on a parlé, qui les entourent. La négligence des risques, autant que l'évitement des risques peut être un enjeu pour eux dans leur vie adulte. Ils vont rencontrer d'autres risques au fil de leur vie. Donc, offrons-leur les opportunités d'apprendre à leur rythme sur l'ensemble des situations qui pourraient être risquées. J'ajouterais que il faut pas oublier que ces enfants-là sont les adultes de demain et que on pourrait, oui, simplement respecter nos ordonnances, les garder avec nous, faire des activités à l'intérieur, ça serait facile, mais au final, c'est pas ça qui va leur apporter, évidemment. Fait qu'allons-y avec le calcul là, de risque versus apprentissage. Pour terminer, ce que j'ai appris, moi, au travers les années, c'est que les enfants nous donnent leur vérité. Fait que, tu sais, d'être à l'écoute de ces enfants-là, parce que même si on sait que ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça, ben, c'est ta vérité aujourd'hui. Fait que je vais prendre ce que tu me donnes, on va travailler avec ça, on va développer un lien de confiance et à partir du moment où ils nous font confiance, ben, il y a pas de limite, puis ils ont envie de revenir, puis ils ont envie de pas décevoir l'adulte significatif, là. Merci beaucoup à vous trois. Alors, je pense que ça nous donne un bon portrait de ce que c'est la gestion du risque avec tout ce que ça a de délicat et de stress à vivre. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos interventions très pertinentes. Au plaisir. Merci. 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 Vous écoutiez Défi, le balado du CRUGEF. Défi, disponible sur YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et sur le site web du CRUGEF dans notre section Médiathèque.